Est-ce qu'on peut garder le PowerPoint visible pour les gens qui sont en ligne, s'il vous plaît? Bien. Alors, les diaporamas, si les orateurs sont d'accord, ils sont proposés, oui. Il n'y a pas de problème. Bien. Alors, je vais présenter donc, c'est vraiment très complémentaire avec la première présentation, qui a insisté sur les facteurs de risque et la difficulté d'avoir une prévalence estimée. Là, juste après, Dominique Salmon va présenter les symptômes très en détail. Donc là, l'idée, c'est plutôt de remonter un peu la problématique du Covid long qui a déjà été abordée, c'est que il y a des plaintes multiples, des symptômes non spécifiques en dehors de l'anosmie, c'est-à-dire que tout le monde connaît maintenant, avec l'asthénie, la dyspnée, les douleurs, qu'elles soient thoraciques ou autres. Et donc, cela entraîne un risque, c'est la surattribution de symptômes communs à une cause, premièrement, un diagnostic tardif d'autres pathologies, mais également dans l'autre sens, une sous-attribution de symptômes en disant c'est pas ça. Et donc les deux conséquences, c'est de ne pas prendre en charge correctement les personnes, d'accumuler des examens qui peut-être ne sont pas forcément nécessaires, et évidemment de créer de l'anxiété. Donc en fait, il y a une nécessité de chercher les symptômes qui sont associés au Covid, et voir en fait s'il y a des cadres syndromiques particuliers qui permettent en fait de dire si c'est plus ou moins fréquent que dans d'autres situations similaires ou par rapport à la population générale. Et donc ce genre d'études est elles ont mis du temps à sortir, elles commencent à sortir, et donc ces études sont vraiment très importantes. Alors évidemment, d'abord la première chose, c'est est-ce que les gens se plaignent de symptômes qui persistent? La réponse est oui. La question, c'est est-ce que ces symptômes sont spécifiques à cet état, définissent un état physiopathologique spécifique ou pas? Et donc ça, l'épidémiologie peut aider à orienter. Alors tout d'abord, à mon avis, alors j'ai choisi 3 études. La première étude qui est à mon avis, la mieux réalisée aux États-Unis sur les bases de données de la sécurité sociale, enfin sur les bases de données de la sécurité sociale et aussi sur un questionnaire envoyé sur un échantillon de personnes qui ont fait la Covid-19 ou qui ne l'ont pas fait, ajusté sur un certain nombre de comorbidités. Ils se sont intéressés aux symptômes présents au-delà de 6 mois et toujours présents est présent au moment de la consultation, au moins 4 semaines. Et donc, ces résultats confirment que la fatigue, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, non, on ne voit pas le pointeur, mais donc la fatigue, donc c'est la 5e ligne, le premier carré rouge, eh bien on voit que 34% des personnes, les colonnes qui nous intéressent sont les deux de droite, les gauches sont moins intéressantes. 34% des gens qui ont fait le Covid ont une fatigue versus 28 chez les gens qui ne l'ont pas fait. Le changement de goût et de l'odorat, c'est 26 versus 4. La sensation de dyspnée, c'est 23 versus 12. La toux, c'est 22 versus 11. Les troubles du sommeil par contre, semblent être un peu moins fréquents chez les gens qui ont eu un test positif, et les douleurs musculaires également. En revanche, les douleurs thoraciques, donc le 3e cadre, sont plus fréquentes. Et les troubles digestifs, dernière colonne, semblent être à peu près identiques dans les deux populations. Donc ça, c'est une étude qui est vraiment de bonne qualité sur en fait l'échantillonnage des patients. Après, la question que ça ne pose pas, c'est en fait, là on compare par rapport à des gens qui n'ont pas fait le Covid, mais parmi ces gens qui n'ont pas fait le Covid, des gens ont eu d'autres événements de santé récents auxquels on peut attribuer les symptômes ou pas. Et donc ce qui est plus intéressant, c'est probablement de comparer par rapport à des états cliniques similaires, notamment après une grippe ou des choses comme ça. Alors, avant de venir à cela, il y a une cohorte américaine qui va dans le même sens, Ali dans Nature cette année. Donc là, vous avez 3 couleurs. Vous avez le vert, l'orange et le bleu. Le vert, c'est les gens qui ont fait le Covid mais qui sont restés en ambulatoire. L'orange, c'est les gens qui ont été hospitalisés. Et le bleu, ce sont les gens qui ont été hospitalisés en soins critiques. Et donc, ils ont récupéré au sein de la cohorte des vétérans américains les données en fait, qui sont entrées dans leur dossier médical. Et donc, on voit qu'un certain nombre, et ils ajustent ça sur un certain nombre de comorbidités. Donc, et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a énormément de symptômes qui semblent être plus présents chez les gens qui ont fait le Covid versus ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, il y a 2 limites à ce travail, parce qu'il faut toujours être critique. C'est que la première, c'est que ce sont les gens qui ont consulté
pendant la période, et donc peut-être les plus symptomatiques, et donc de fait, en fait, c'est une sous-population des Covid qui vient consulter et donc qui a plus de plaintes. Donc, est-ce que ça reflète exactement ce qui se passe en population générale? Non, mais quoi qu'il en soit, parmi les gens qui consultent, eh bien, les gens qui ont fait le Covid ont plus de plaintes. Alors là, c'est un travail tout récent qui est sorti dans PLOS Medicine, où justement, et c'est à ma connaissance le seul, alors dans l'article précédent, ils ont comparé la grippe, les conséquences de la grippe chez les patients hospitalisés uniquement, en voyant que les conséquences du Covid étaient plus importantes à distance d'une hospitalisation Covid par rapport à une grippe. Mais il y a des biais temporels, parce qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes périodes, etc. Et donc c'est assez difficile d'interprétation, mais globalement, il y a plus de symptômes chez les gens qui ont fait le Covid. Là, c'est l'étude de comparaison grippe versus Covid. Et donc là, on voit qu'il y a, chez les gens qui ont fait le Covid, donc c'est une grosse cohorte, hein, vous voyez, 100 000 personnes dans les Covid et 106 000 vers le... Enfin, autant parce il y a 1 pour 1, hein, ils ont essayé de matcher sur un certain nombre d'informations. Et donc, on voit que l'anxiété, la dépression, les douleurs thoraciques, les douleurs abdominales, les myalgies, la fatigue, les céphalées, les douleurs abdominales, les plaintes cognitives et les douleurs en général semblent être plus importantes chez les patients Covid-19 que chez les gens qui ont fait la grippe à distance de ces événements, à 6 mois de ces événements. Alors je vais passer à la suivante parce qu'il faut aller vite. Donc voilà, donc là ce que ça veut dire, c'est que les gens se plaignent de plus de symptômes. Que ces symptômes sont peut-être plus fréquents qu'en population générale et probablement plus que dans d'autres situations cliniques. Mais toutes ces études ont une remarque importante, c'est l'intensité des symptômes. Il y a le papier, l'article de Sudre, dont je vais parler après, qui met bien en évidence qu'une des choses qui est un des facteurs de risque de Covid long, c'est l'intensité des symptômes, à savoir ou l'hospitalisation ou surtout le nombre de symptômes initiaux. Et donc tous ces travaux n'ont pas ajusté sur le nombre de symptômes, et donc on peut imaginer qu'à grippe intensité égale, peut-être qu'au final la différence est moindre. Mais aussi, le Covid sont plus intenses en symptômes, et donc ils ont plus de symptômes. Alors pour les associations, le premier qu'il a fait, c'est Sudre, dans ce fabuleux article de février 2021, où là c'est purement descriptif. Alors quand on regarde ce graphique, on a vraiment l'impression que tout est associé. Sauf que ça c'est très descriptif, c'est-à-dire c'est de quoi se plaignent les gens. Et la question qui se pose, c'est plutôt, est-ce que ces symptômes sont réellement associés entre eux de manière directe ou indirecte? Et donc ça c'est un travail que j'avais déjà présenté à un autre congrès, donc je vais me permettre de mettre une diapositive sur nos travaux en cours, qui sortent en fait de ce travail qui a fait passer pas mal d'encre récemment, je crois, qui est en fait basé sur les cohortes en population générale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mars et avril 2020, on pose un certain nombre de questions à un échantillonnage de participants, d'individus qui participent à des cohortes en population. On a posé des questions sur la période aiguë de l'infection en mars-avril 2020. En juin, juillet, août, on a fait des sérologies et on a posé quelques questions sur les symptômes persistants. En décembre et janvier 2021, on a posé des questions uniquement dans une des cohortes sur les symptômes persistants et présents au moment du questionnaire. Et là, on vient de terminer la réalisation dans les 3 cohortes de la recherche des mêmes types de symptômes. Et donc, je ne vais pas vous montrer tous les détails, parce qu'il y a plusieurs études qui sont en cours. Vous voyez en bas un certain nombre de choses, dont une qui a été publiée il y a 15 jours. Et en fait, là, je vais vous présenter un peu juste les associations de symptômes. Donc là, ça paraît un peu abuvable comme graphique, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a déterminé 4 groupes. Le premier, c'est ceux qui avaient des symptômes à la phase aiguë qui définissent le Covid, les fameux critères ECDC, qui définissaient le clinique, et qui avaient une sérologie positive. Le deuxième, c'est symptômes sans sérologie positive. Le troisième, c'est ECDC neg, sérologie positive. Et le dernier, c'est pas de symptômes à la période première vague et pas de sérologie positive juste après cette première vague. Et donc, on a l'impression que ces graphiques sont différents. Là, vous avez en fait les associations de symptômes. En orange, vous avez les douleurs. En jaune, vous avez tous les symptômes fonctionnels, bien sûr, donc asthénie, troubles du sommeil, etc., et neurologiques. Et en bleu, vous avez les douleurs, et en vert, vous avez les douleurs abdominales, les symptômes digestifs, et en blanc, vous avez l'anosmie, tout en haut. Et donc, ce qu'on voit, en fait, les graphiques ne sont pas statistiquement différents. Ce qui veut dire qu'en fait, les associations de symptômes sont similaires dans les différentes situations. Ce qui ne veut pas dire que les causes ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Mais en fait, c'est assez logique. Quand on est fatigué, on a probablement plus de mal à réfléchir, et quand on a du mal à réfléchir, on est plus fatigué. Donc, il n'y a pas non plus d'orientation.
En dessous, vous avez par contre, quels sont les symptômes qui sont les plus centraux, c'est-à-dire vers lesquels il y a le plus de liens. Et là, il y a des petites différences. Chez les patients qu'on pourrait dire Covid, et qui ont des symptômes qui persistent, les symptômes cognitifs et l'asthénie sont très très associés et très centraux, c'est-à-dire que les autres symptômes sont rattachés à eux. Alors que dans les autres situations, c'est plutôt les douleurs qui sont sur le premier plan avec la fatigue. Donc il y a des associations de symptômes qui sont communes, mais probablement une intensité de symptômes qui est différente. Donc je terminerai sur cette conclusion, c'est que les symptômes persistants sont polymorphes, ça tout le monde le sait. C'est plus fréquent dans le Covid que dans d'autres situations cliniques, en l'absence d'ajustement sur la sévérité initiale. On fait des travaux, en fait on a l'impression qu'en dehors de la dyspnée, de l'essoufflement et de la fatigue et de l'anosmie, les autres symptômes, quand on a une intensité de symptômes initiaux très importante, c'est pareil, quelles que soient les pathologies. Leur association n'est pas spécifique de la pathologie, mais il y a probablement des symptômes qui sont plus mis en avant selon les pathologies. Ce qui manque dans tout ça, c'est les différences dans l'intensité, donc il faut des échelles fonctionnelles. C'est quel est l'impact sur le recours aux soins, la qualité de vie, et toujours en comparant sur l'histoire clinique, ambulatoire et les comorbidités, et évidemment un suivi à 12 mois. Voilà, je vous remercie, et je vais passer la main à Dominique, qui va être plus dans le détail des symptômes cliniques.